1970, la résistance populaire s'organise contre la fermeture de dizaines de villages de l'Est du Québec. Elle a un nom, Opération Dignité. Ici Guy Gendron, cette semaine à Tout le monde en parlait, l'un des plus grands mouvements de résistance populaire de l'histoire du Québec rural. Les opérations Dignité, mises sur pied dans les années 70 pour empêcher la destruction de dizaines de villages de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement jugeait qu'il n'était pas viable économiquement. Mais quel est le coût humain et social du déracinement de dizaines de milliers de personnes? C'est cette bataille que nous racontent Harold Michaud et Denis Roberge. L'Est du Québec. Paysage immense, magnifique et désolé, où vit une population rude, habituée aux rigueurs des lieux et des temps. Population de pêcheurs le long des côtes, de cultivateurs et de forestiers dans les terres, en tout 322 000 personnes tirant de la mer avare et du sol aride une maigre subsistance, incapable de suivre l'évolution de la technique et dont le niveau de vie est de loin inférieur à celui des autres Québécois. J'ai vu une propriété, entre autres, qui m'avait frappé, là, où il n'y avait pas de plancher de bois, c'était en terre battue. Ah, ça le décourage. Puis les jeunes, les vieux ne sont pas capables de payer les jeunes. Ils en reviennent. Tant qu'à rester à la vie qu'on mène, c'est pas pire s'en aller ailleurs que de rester ici. Ces paroisses-là, regarde, ils avaient été ouvertes en 1929, 30, 31, 32, dans le temps de la crise. Ils avaient été ouvertes pour faire de l'agriculture, puis c'était pas des terres agricoles. Carrément, c'était des terres de roche. La solution, fermer des villages et déplacer environ 2000 personnes dans les villes en bordure du fleuve. Fin des années 60, le gouvernement du Québec autorise la fermeture de 11 paroisses en Gaspésie. Ça ne fait que commencer. Économiquement non rentable et socialement non viable. Quand on avait dit ça d'une localité, c'était fini pour la localité. Pour s'assurer que les gens ne reviennent pas, on rase les églises, les maisons et les bâtiments de ferme. Plusieurs centaines de personnes sont ainsi relogées dans des habitations à loyer modique, des HLM. Et moi, j'ai vu aussi les maisons brûlées, les salages rasés, et des gens là, atterrés de voir disparaître ce qu'ils avaient construit de leurs mains depuis les années 30. Alors, il fallait absolument faire cela, pas tellement pour la population adulte que pour leurs enfants. Ça revient... C'était un peu... Ça revient tout le temps à la phrase que mon père m'avait dit, moi. Faut pas détruire les nids d'oiseaux pour que ça nous porte malheur. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont défait les nids et nous ont crissé dehors. Cette stratégie gouvernementale va donner lieu au plus important mouvement de protestation de l'histoire du Québec rural, les opérations Dignité. Pour lutter contre la pauvreté, l'État a besoin d'un plan. Ce plan lui est fourni par les élites locales qui créent en 1963 le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, le BAEQ, un organisme privé sans but lucratif. Le financement de cette expérience pilote est assuré par la loi ARDA du gouvernement canadien. C'est la plus vaste opération de planification régionale que le Québec ait connue. Les chercheurs, ils étaient jeunes, ils étaient motivés. C'est vrai que c'est la première expérience du genre en Amérique du Nord. Ça ne s'était jamais fait, on n'a pas de comparaison. On utilise la technique d'animation sociale pour associer la population à la démarche. 5000 personnes s'engagent dans des comités locaux. Le BAEQ remet son rapport au gouvernement de l'Union nationale en 1966. Mercredi dernier, dans la vieille capitale, les autorités de la province recevaient le rapport final du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, énumérant diverses recommandations pour relever le niveau de vie de cette région. Le rapport du BAEQ contient plus de 230 recommandations. La plus controversée, la fermeture des villages. C'est pas ça l'héritage du BAEQ. Et c'est beaucoup d'autres choses, autres que celui qui touche les paroisses marginales et les expropriés de Forillon. Et ça, on laisse ça sous silence. D'autres mesures sont destinées à venir en aide à la population, comme la formation de la main-d'œuvre ou la modernisation des pêches et de la forêt. J'étais un peu frustré de voir que le plan a été reçu de cette façon-là.
Alors, le BAQ, il a fait un plan, mais le gouvernement qui l'a reçu, lui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Robin d'Anjou travaille auprès des gens qui doivent vendre leur propriété au gouvernement. Alors, moi, je faisais le lien entre la famille et le notaire pour la sortie des contrats, les paiements, puis je les aidais à avoir une sortie en bonne et due forme. Puis j'avais l'impression qu'on faisait de l'aide sociale, carrément. On avait le sentiment dans notre travail des aider. Dans les villages, on regroupe les citoyens pour expliquer les conditions du déménagement et le rachat des propriétés. Dans vos logements, il va vous être fourni des poêles électriques et des réfrigérateurs. Ça a dû donner en moyenne, il me semble, c'est 8 à 10 000 en moyenne pour les biens. Vous savez que si les paroisses ont été fermées, les 10, là, c'est à la suite d'un vote d'au moins 80 % de la population. D'abord parce que c'est une expérience essentiellement démocratique. La population sera appelée à y participer à tous les niveaux. Non seulement au niveau de l'administration elle-même, l'administration du bureau d'aménagement, mais aussi au niveau de la recherche, par les comités locaux et les comités de zone. Jocelyn Fraser est âgé de 20 ans lorsque sa famille quitte à regret Saint-Octave de l'Avenir. Moi, la façon que j'ai vu ça, là, ils n'ont satisfait une gang. Là. Puis, mais ça soit, il y a le temps de voter, puis lever la main, Mais ils nous ont jamais mis en connaissance là, pour nous dire que vous avez le droit à ça. C'est ça qu'on ne sait pas. Ça, c'est décourageant. Là, on apprend... La minorité, il n'y a pas le choix. Ils sont laissés attacher les mains. Hein, on nous aide. Non, pour nous autres, je ne sais pas. Mais ça, les premières assemblées, ça paraissait assez bien. On a voté avant de savoir comment est-ce qu'on aurait pour nos propriétés. Parce que si on avait su le montant avant, là, probablement qu'il n'y aurait pas eu 90 %. Oui, on m'a même poussé pour voter, parce que 2 jours avant le vote, là, on était 2-3 qui ne voulaient pas voter. En définition, mais à part de me laisser faire, j'ai voté. J'ai voté pour. Il faut aller jusqu'au bout pour voir comment est-ce que ça peut se passer. Le gouvernement du Québec met du temps à compléter le déménagement des familles, au point où certaines d'entre elles iront jusqu'à manifester pour quitter leur village. La population avait hâte de relocaliser. Et ça, on ne le mentionne pas beaucoup. Mis au courant de la situation par ses électeurs, le député fédéral Pierre Debanné fait pression auprès du nouveau premier ministre du Québec, Robert Bourassa, qui se rend sur place. Il nous avait fait préparer le terrain parce que M. Bourassa venait en hélicoptère. Là, j'ai commencé à m'apercevoir que c'était vraiment sérieux. Là. Il parlait de fermeture. Le premier ministre du Québec, M. Bourassa, a affirmé que les habitants d'une dizaine de paroisses gaspésiennes allaient être réinstallés dès que le gouvernement fédéral aura construit les habitations à loyer modique pour les recevoir. Tout a été défait. Juste du côté du village, l'église, Gros Couvent restait là. Les grosses bâtisses principales, là. Mais la balance, là, c'est croisé partout. J'avais 20 ans que j'avais parti de là, je m'en souviens. Il reste plus rien. Après la pause, le début du grand déménagement et de la colère qui monte. Les vieux, autres, ils pleurent en pensant qu'ils vont s'en aller. Nous autres, on ne fait absolument rien. On est même contents. « 1970. Les familles qui ont quitté la Gaspésie sont graduellement installées à Matane, Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts. Certains sont heureux, d'autres moins. Ça s'appelle une acceptation d'indemnisation de fermeture et de promesse de vente.
Le tout tel que prévu au programme de fermeture des territoires marginaux de relocalisation de la province, de la région de l'Est du Québec. Il me manque quelque chose. Parfois, j'attends, là, la porte sera ouverte, j'attendrai quelqu'un. Des gens qui viendraient, là, jaser, là, comme on faisait à Saint-Octave. Mais ça me manque beaucoup. Sûrement qu'ils ont souffert de ça, parce qu'ils en parlent encore aujourd'hui. Et tu vois qu'il y a de quoi qui se passe en dedans, les autres. Or, la machine gouvernementale n'a pas l'intention de s'arrêter là. Quelques mois plus tard, un rapport commandé par le gouvernement du Québec, le rapport Métra, sème l'inquiétude. Après la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent est dans la mire. 81 localités sont menacées de fermeture, 64 000 personnes sont visées. Madame Cécile Gagnon-Vignola est animatrice communautaire. Elle doit convaincre ses concitoyens de déménager à leur tour. C'était mon job, c'est d'aller voir les femmes, puis de s'expliquer avec eux autres, leur donner des conseils, d'aller rencontrer les gens susceptibles d'être déménagés, puis de leur dire que tous ceux qui étaient partis des paroisses de la Gaspésie qui étaient fermées étaient bien contents. Elle va rencontrer les familles qui ont déménagé dans les HLM. La première que j'ai vue, elle dit « Mon mari, il en est mort, madame. » Elle dit « On était heureux. » Là, nous ont déménagé ici, puis nous ont organisé, là... Ça fait que là, on n'avait plus envie d'aller dire au monde, les gens sont contents d'être partis. C'en est trop, les ruraux du Bas-Saint-Laurent se mobilisent autour de 3 curés. C'était inacceptable. Alors, puis Banville, Charles Banville, il se retrouvait entouré de gens qui craignaient de disparaître parce qu'ils savaient que leur localité avait été visée comme une des premières à fermer. Le fait que les petits gens n'avaient pas de voix. Alors, ils m'ont demandé de prendre la tête d'un mouvement. À un moment donné, je me suis réveillé un matin, j'étais à la tête de 21 paroisses. Je n'avais pas le droit de refuser. Ce sont les gens qui m'ont demandé. Il faut être logique, puis je pense qu'il faut être honnête et décrire l'opération Dignité comme un organisme de pression, où les gens prennent en main leurs responsabilités et leurs affaires et ont voulu éviter cette relocalisation massive des 10 premières paroisses. Ce qui a provoqué une première manifestation, là, le 22 septembre 70, à Sainte-Paul, où s'est retrouvé au-delà de 3000 personnes de la région. Et quelques jours après, on s'est retrouvé quelques curés et on avait préparé un avant-projet de manifeste, mais c'est devenu le manifeste des curés en colère. En pleine crise d'octobre, alors que le Québec vit sous la loi des mesures de guerre, 3 curés de campagne vont réussir à attirer l'attention des médias de Montréal. Le député fédéral de Matapédia-Matane manifeste son indignation aux côtés des curés. Et là, j'ai pris la parole, je dis, Monsieur l'abbé, ce qu'il faut, c'est un nom très court qui frappe, qui accroche et qui claque. Et moi, je proposerais Opération Dignité. Et les 30 personnes qui étaient là, ils ont dit Opération Dignité. Et c'est comme ça. Bon. Au fil des semaines, la contestation prend de l'ampleur. En 1971, à Esprit-Saint, au sud de Rimouski, Opération Dignité 2 voit le jour. 6 000 citoyens de la région envahissent le village. La foule est si nombreuse qu'il faut solidifier à la hâte le plancher de l'église. Un gouvernement fonctionne toujours où vient la pression. Là, il s'est créé une pression dans le territoire. Opération Dignité 3 suivra au Méchin en 1972. La population découvre sa capacité de se prendre en main. Il y a eu énormément de prise de conscience, il y a eu bien du gueulage de fait. Mais c'est pas assez, ça. Faut s'aider, nous autres mêmes. On est les premiers intéressés, parce qu'on le voit, là. Ça a été, en réalité, une pépinière de fonctionnaires, hein, le BEQ. Et là, à ce moment-là, les opérations d'unité ont fait un joint avec le Fonds de recherche de l'Université Laval. Puis là, ils ont commencé à regarder des hypothèses d'aménagement forestier. Aménager au lieu de déménager.
Alors là, le gouvernement s'est senti adressé. Le gouvernement recule et met fin à sa politique de fermeture. Aux côtés des citoyens, il s'engage à maintenir les villages en vie. On développe des sociétés forestières et agricoles. Au Témiscouata, on crée la coopérative de développement intégré des ressources qui regroupe les localités de Saint-Just, Eau-Claire et Le Jeune, qui deviendront le JAL. Ça a été vraiment ça, un outil de survie de la région. Ça a vraiment, je pense, développé là, un sentiment de solidarité. Il y a une seule solution, c'est de ne pas se fier sur les autres pour s'organiser. C'est à nous à le faire et ça a été spontané de la part de la population. Après la pause, la résistance provoque un éveil de la fierté rurale. Radio-Canada.ca, tout le monde en parlait, une incursion au cœur des luttes qui ont façonné notre société. La bataille des ruraux de l'Est du Québec inspire les artistes et les cinéastes. Arrête de rêver, Régent. Ils ferment les paroisses partout, ils vous laisseront jamais ici tout seul. Tu serais mieux d'accepter la prime de déménagement puis de faire comme Claude. En 1972, alors que les manifestations ont encore lieu, Jean-Claude Labrec réalise le film « Les SMAT » à Saint-Paulin-d'Alibert. Un cri du cœur contre la fermeture de ces paroisses que l'État considère comme marginales. Les relocaliser en direction de Montréal. Le théâtre, les gens d'en bas, du BIC, jouent un rôle important dans l'éveil d'une conscience sociale. Les pièces « On est parti pour rester » et « Les marchands de ballons » marquent l'imaginaire collectif. Bien bonjour, c'est arrivé. Ils ont dit vous êtes sous-développés. On est encore tombé sur le cul. C'était le début du BAEQ. Mais l'artiste le plus engagé pour la survie du monde rural, c'est un exilé de Saint-Nil. Ça ne slack jamais même à chaque année. Le comédien et musicien Jocelyn Bérubé a vu son village rayé de la carte dans la foulée des fermetures. Il compose Nil en ville, qui devient une sorte d'hymne à la résistance. Tu es né dans la nuit, en notre Gaspésie. Nil, t'avais même hérité du nom saint. Quand ta maison flambait, dans la brunante des départements, tu regardais en chagrin par en haut. Devant ta maison qui brûlait, tu voyais un oiseau qui chantait. Quand je pense à ça, j'ai dit, c'est Saint-Nil qui m'a donné mes racines. Ce petit village de rien, Saint-Rien, m'a mis au monde. T'sais. Il m'a enligné. Le tâche est toujours là. J'ai juste à y aller demain matin, là, puis en rentrant là, me semble, l'air, ça sent bon, ça sent de quoi, ça sent comme dans le temps. C'est dur à expliquer, ça, là, mais... Ils quittent tout ça, hein? Ils quittent leur vie, là. Ils quittent les autres, ils quittent le monde, là, tu sais. La pression populaire a fait que le gouvernement a été obligé de se mettre à l'écoute pour trouver des solutions. Les opérations d'unité, ça fait partie, ça, de la réalité régionale. Et je pense que ça a été heureux. Et puis peut-être aussi que c'est grâce à l'animation sociale qui avait vécu au bureau d'aménagement, qui, à un moment donné, ils sont comme révoltés d'une certaine façon. Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité, avec ses journées de la résistance et ses forums sociaux, témoigne de la fierté de vivre en milieu rural. J'ai trouvé assez extraordinaire cette nouvelle solidarité qui continue à se recréer entre les localités qui ont fait des pas en avant comme modèle, en fait, pour le reste du territoire. Si on encourage les jeunes, si on les appuie, il va sortir de cette jeune génération-là des leaders pour le renouveau de la région. Aujourd'hui, la coalition Urgence rurale a pris le relais. Les ruraux continuent de lutter pour développer leur région. La résistance se poursuit. C'est moi, Nil.
Puis Neil, il meurt pas. Il meurt. Mais sa résistance, elle continue, tu sais. Sans famille, sans village, sans pays, tu portes enfin ton nom, mais oublié, mais en vie encore. Encore en vie. C'est ça que ça veut dire. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie comptent aujourd'hui la moitié des villages québécois qu'on appelle dévitalisés. On pourrait aussi dire en voie d'extinction, si ce n'était l'énergie que plusieurs mettent encore à résister. Pour moi, en tout cas, il y a encore une absence de volonté du gouvernement d'aider et de poursuivre le maintien de ces localités-là. Comment je pourrais dire, dans la valeur sentimentale puis tout ça, là, ça a tout resté là, ça. Ça n'a pas été payé, ça. Ça vaut de quoi, ça? Vous allez avoir aussi des cordes à linge.